J'ai beau être un immense fan de culture afro-américaine, j'ai beau vous en parler dans la majeure partie de mes vidéos, j'ai beau être en grande partie aussi la personne que je suis aujourd'hui. Grâce à cette culture-là qui m'a inspiré, qui m'a poussé à aller de l'avant dans certains moments difficiles, il y a des jours comme celui-ci et comme d'autres encore où j'aimerais l'être un tout petit peu moins. L'image a parcouru le monde entier. Une fois encore, une énième fois, un homme noir est tué par un policier blanc et devient un hashtag. Alors, je ne suis pas politicien, je ne suis même pas youtubeur, en tout cas, je ne me considère même pas comme youtubeur, peut-être blogueur, mais surtout, je suis un homme noir passionné de musique. Au-delà de l'horreur, ces images nous ramènent à l'héroïsme des hommes et des femmes noires dans l'histoire de l'humanité et plus précisément encore à la bataille, à la lutte constante des Afro-Américains, non seulement pour le respect légitime de leurs droits en tant qu'êtres humains, mais aussi pour la reconnaissance de leur art. Bien sûr, dans l'ère dans laquelle on est, avec le streaming, les chansons qui passent et qu'on se jette un peu comme du Kleenex, on a tendance à l'oublier, mais chaque fois que vous écoutez un titre à la radio, la majeure partie des chansons américaines qui constituent vos playlists, que vous en soyez conscient ou pas, sont profondément pétries par leur destin. Ce titre s'appelle Song from a Cotton Field, la chanson du champ de coton. Alors je sais, ce n'est pas très sexy de parler du champ de coton en 2020. Certains vont nous dire pourquoi il nous parle de ça, c'est passé, l'esclavage et tout. Oui, c'est passé, mais j'aime à croire que la personne qui ne connaît pas son histoire ne sait absolument pas là où elle va. Alors là, nous étions au début des années 20 dans le siècle dernier et Bessie Brown, qui est donc une chanteuse de blues, va sortir ce titre. Ce qu'il y a de particulier dans ce titre, c'est qu'en fait, ce n'est pas une chanson très actuelle pour l'époque en fait. Elle raconte en fait le quotidien des esclaves dans le sud des États-Unis, comment ces Afro-Américains qui pour beaucoup étaient donc leurs pères parce que c'était juste une génération avant eux, comment ces Afro-Américains cueillaient le coton pour les maîtres blancs. Pourtant, ce titre qui aurait pu les révulser va devenir un gros succès dans les foyers afro-américains et c'est même un des premiers tubes de ce qu'on va appeler les race records. Souvent, les gens me demandent, mais pourquoi tu dis black music? La musique n'a pas de couleur. Pourquoi tu oses dire black music? Nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils. Et j'ai envie de leur dire oui, c'est vrai, la musique n'a pas de couleur. Quand tu écoutes un tube, il n'a pas de couleur. Mais en réalité, si, la musique a non seulement une couleur, mais la musique afro-américaine est même toujours hantée par les stigmates et toutes les blessures des Afro-Américains. Quand on lance les race records, ce ne sont pas les Afro-Américains qui lancent les race records. Ce sont les Blancs qui décident que, comme les autres sont noirs, pouilleux et qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec eux, il faut appeler ça race record. Comme ça, ils vont rester dans leur cercle et ils vont écouter leur petite musique, leurs petits soucis d'êtres inférieurs. Et comme ça, nous, on n'y aura pas accès. C'est donc comme ça que les Afro-Américains vont se construire après avoir été châtiés, frappés, persécutés pour chanter. Là, on va leur offrir l'opportunité de chanter, on va leur offrir l'opportunité de s'exprimer, mais toujours en leur rappelant que vous êtes des Noirs, faites ça pour vous, faites ça entre vous. Mais ils ne vont même pas mal le prendre. Ils venaient de tellement bas, ils avaient été tellement persécutés qu'ils vont voir ça comme une opportunité. Et il faut savoir qu'à l'époque, la majeure partie des esclaves vivent dans le sud. Donc, ils vont se déporter dans le nord avec aussi cet espoir de faire carrière dans la musique, avec aussi cet espoir de pouvoir s'exprimer dans leur musique. Et c'est ce qui va donner les premiers pas de cette musique qu'on appelle le blues. Times are harder than ever been before. Le blues est mélancolique. D'ailleurs, la plupart des chansons afro-américaines que vous écoutez jusqu'à nos jours sont toujours très mélancoliques parce qu'ils ont ce relent de leur propre histoire. Ils ont ce relent du sang qui a coulé, qui coule toujours dans la musique, qui a été le principal moyen d'expression dès ce moment-là en fait. Quand le blues arrive, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit une musique plutôt joyeuse, plutôt funky, parce qu'elle s'exporte en fait. Elle était déjà chantée dans les champs, là elle va ailleurs, on se dit, ils vont forcément changer la gamme. Et bien sûr qu'il va y avoir beaucoup de tubes blues, plutôt romantiques, plutôt rythmés, mais malgré tout, ils vont conserver
une forte mélancolie, ils vont conserver une forte tristesse parce que cette transition du sud vers le nord va aussi se faire de manière douloureuse. Eux, ils vivaient surtout dans les champs. Ils vont dans le nord dans l'espoir d'être acceptés. Mais en plus d'être noirs, on va leur faire voir qu'ils n'ont pas forcément les manières de la haute société. Ils n'ont pas forcément les manières de la grande ville. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc se mettre à avoir une certaine mélancolie, un certain regret qui pourrait paraître assez bizarre, mais qui est finalement très humain du sud. I'm going back where I come. I'm going back where I come. I'm going back to Giles County. My wife died, left me about. Ils vont réussir de manière assez exceptionnelle à transformer l'horreur qu'ils vivaient, l'horreur dans laquelle ils ont vécu en diamant, parce qu'ils vont prendre tout ce qui faisait le malheur du Sud et les maîtres et tout ça, ils vont le raconter et ça va devenir leur force. Pas parce qu'ils regrettaient le fouet, les maltraitances, les humiliations, pas du tout, mais parce que l'ambiance en commun, ce qu'ils avaient construit, leur manière de vivre, c'était leur force et ils ont tenu à la garder et à la retranscrire dans les chansons. Le Sud, malgré tout ça, c'était chez eux. C'est ce chez eux-là qu'ils ont transporté dans le Nord, c'est ce chez eux-là qu'ils ont transporté dans leur musique. Et encore une fois, ils ont été rejetés parce que les artistes noirs de blues, et là nous sommes aussi au début du jazz, n'ont pas le droit pour beaucoup, même de mettre leur propre nom sur leur disque. On leur fait mettre des faux noms. Ils n'ont pas le droit au droit d'auteur. Et mieux encore, ils ne peuvent pas chanter dans beaucoup de clubs parce que les clubs blancs leur sont formellement interdits. Or, les clubs blancs, vous l'imaginez bien, c'est là où on paye le mieux et c'est là où il y a le plus de monde. Et quand les noirs même veulent aller au cinéma, ils sont obligés de regarder les films derrière dans le balcon en fait. C'est un écosystème absolument violent où rien n'est fait pour eux, mais ils vont faire leurs preuves parce qu'un jour, un monsieur, un noir qui tenait un petit magasin de race record va réussir à convaincre un label de sortir une chanteuse de blues noire. C'est la première fois donc qu'un label blanc se décide à sortir une chanteuse de blues noire. Cette fille-là s'appelle Mamie Smith. Le label a tellement peur que sur les photos, on ne montre pas trop qu'elle est noire. On essaie de cacher un peu son côté black pour que les blancs ne soient pas trop fâchés. Malgré tout, le promoteur noir qui a son idée fait la pub de Mamie Smith partout dans les quartiers noirs. Il leur dit, on aura notre première chanteuse de blues qui va sortir son disque sur un label de blanc. Les noirs sont au courant, la chanson sort. I can't sleep at night. I can't eat. Elle va en vendre 75 000 exemplaires en moins d'un mois. C'est une révolution absolue. C'est la première fois que les Noirs se font vraiment valoir sur le marché du disque américain. Et surtout, il faut savoir qu'à l'époque, un achat, c'est 2 jours de travail moyen pour un Noir américain. Donc en fait, ils se sont vraiment mis dans la bataille pour que Mamie Smith y arrive. Elle va avoir un second single qui va s'appeler Crazy Blues. Et ils vont y aller encore plus fort. 100 000 exemplaires du disque vont être vendus. C'est absolument phénoménal. C'est à partir de ce moment-là que les Blancs vont comprendre qu'il y a un marché à prendre et qu'ils vont se dire, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer les Noirs chez nous pour leur donner une petite place. Cette petite place-là va petit à petit prendre de l'ampleur. Elle va petit à petit devenir de plus en plus grande. Mais ce n'est pas pour autant que la violence sociale et surtout la violence dans cette propre industrie va cesser. Parce que vous savez que chaque musique que les Afro-Américains vont apporter, chaque musique que les Afro-Américains vont transformer, à savoir le gospel, le blues, le bebop, le jazz, le hip-hop, toutes les musiques qui vont arriver par les Afro-Américains vont venir de leur propre douleur sociale. Elles vont venir de d'autres George Lloyd. Elles vont venir de d'autres Trayvon Martin. Elles vont venir des humiliations quotidiennes. Elles vont venir de la douleur de ce qu'ils ont vécu dans les champs. Ce sont tous ces stigmates-là qu'on va retrouver dans leur art. C'est exactement pour ça que les Américains vont les mépriser. Et en fait, plus ils vont se rendre compte que les Afro-Américains sont attachés à ça, plus ils vont vouloir le transformer, le reprendre, le diluer et ça va donc devenir des musiques de plus en plus populaires. Vous le voyez très bien avec le rap qui était donc à la base un genre revendicateur et qui aujourd'hui a perdu de son essence. Pourquoi? Parce qu'il subit toujours et toujours le même schéma. My hair is nappy, my dick is big, my nose is rounded wide. You hate me, don't you? You hate my people, your plan is to terminate my culture. You fuck. Duke Ellington était un des plus grands musiciens de jazz de tous les temps. Mais quand on lui posait la question de savoir ce qu'il faisait comme musique, il disait « Je ne fais pas de jazz, j'écris de la black music ». Alors certains pourraient trouver ça pompeux de nos jours, mais non. Il le disait parce qu'il pensait que chaque fois qu'il disait « je fais de la black music », ça faisait peur à l'Amérique blanche et donc de fait, il se rappelait que lui écrivait et chantait pour tous ses frères qui chaque jour mouraient dans les rues simplement parce qu'ils étaient noirs. Il était au front.
et il savait qu'il était au front. Encore une fois, ce n'est pas une situation qu'il avait choisie. Il n'a pas choisi de perdre 2 de ses musiciens tués après un concert derrière un bar juste parce qu'ils étaient noirs et qu'il les avait amenés faire un concert dans un quartier à majorité constitué de personnes blanches. Il n'a pas choisi ça. Il n'a pas choisi non plus de prendre tous ses musiciens et de les faire vivre et dormir en tournée tous dans le même bus parce qu'aucun hôtel ne voulait leur louer de chambre. Il n'a pas choisi ça, il était au front. Et ce qui est formidable dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. À savoir que ce sont des gens à qui on a tout pris, y compris leur simple humanité en fait. On leur a refusé le droit d'être des êtres humains, mais malgré tout ça, ils ont construit quelque chose qui a eu de la valeur, qui a commencé à être envié, et ce qui était donc du mépris à la base est devenu leur propre fierté. Ils ont revendiqué le fait de faire de la black music et simplement le fait de chanter, simplement le fait de dire je fais de la black music et je suis noir, fut un acte de contestation. Ils l'ont fait. Et jusqu'aujourd'hui, on retrouve cet écho. Et c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo, dans toute la musique que vous écoutez. Le physique de Louis Armstrong a été moqué. Nina Simone a été humiliée à de nombreuses reprises, mais elle ne s'est jamais laissée faire. Tout comme Billie Holiday, qui a été chassée de plusieurs clubs réservés aux Blancs, mais qui s'est toujours battue pour chanter à chaque fois qu'elle montait sur scène, elle chantait Strange Fruit. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. En 1964, Sam Cooke est chassé comme un malpropre d'un hôtel, alors qu'il commence à avoir du succès, alors que c'est un des premiers chanteurs noirs qui commence à toucher plus ou moins l'Amérique blanche. Il entre dans un hôtel, mais comme c'est la ségrégation, on le fout à la porte. C'est à ce moment-là qu'il va se battre et sortir ce titre-ci, qui reste encore jusqu'à nos jours d'actualité. Time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. On pourrait en citer des milliers d'autres, aussi bien dans les années 30 que de nos jours en fait. Aussi bien avec la fougue de Ma Rainey qui finit par abandonner sa carrière parce qu'elle en a marre du racisme ambiant dans les années 30, que de nos jours avec des gars comme Nas, J. Cole, Kendrick Lamar ou même Solange en fait, qui chacun de leur côté essaie de porter un message contre cet impérialisme, contre cette rage, pour mettre en avant cette rage sociale. C'est l'histoire même de la musique américaine. Quand en 1921, ça fait aujourd'hui exactement un siècle, le Ku Klux Klan organise la plus grande tuerie raciale de l'histoire des États-Unis. Il bombarde la ville de Tulsa, il tue en masse des Noirs. On va appeler ça le Black Wall Street. Ce même mot, Black Wall Street, va être réapproprié par les Noirs et va devenir un label de musique contestataire. C'est pour ça que même si tout va très vite en ce moment, même si effectivement nous avons pour beaucoup eu la chance de ne connaître que le côté plutôt glamour, plutôt fancy de l'industrie du disque, il ne faut jamais oublier que cette industrie qui vaut des millions de dollars aujourd'hui a été bâtie, a été construite sur le sang et sur la douleur des Afro-Américains qui continuent jusqu'à nos jours de couler. Même dans leur rapport que certains ne comprennent pas très bien, au fait qu'ils puissent rejeter certains artistes qui vont trop vers le côté pop, ça vient de là en fait, ça vient de leur histoire. Parce que comme le disait encore la famille de George Floyd hier, Floyd required everybody to do one thing before he took his last breath. Yeah, look around. We all we got. Let me hear you say that. We all we got. We all we got. But guess what's the best thing about that? We all we need. We all we need. George Floyd. George Floyd. on leur a tout pris. On les a vilipendés, on les a tués, on les a insultés, on les a méprisés, on les a esclavagisés. Et ils ont trouvé la force à chaque étape, à chaque fois d'en faire du merveilleux. Et quand on a vu le merveilleux qu'ils en ont fait, on a retiré leur essence de ça. On a fait quelque chose de très pop, de très rose, et on l'a vendu à des milliers de gens pour se faire encore plus d'argent. Mais il ne faut jamais oublier que derrière tout ça, chaque fois que vous streamez, chaque fois que vous écoutez les artistes, y compris les artistes qui ne sont pas politiquement engagés, chaque fois que vous les écoutez, il faut savoir que derrière tout ça, il y a la bataille, il y a le sang des Afro-Américains qui meurent chaque jour. Bien sûr, on ne doit pas faire l'impasse sur nos monuments, Michael Jackson, Billie Holiday, Louis Armstrong,
Nina Simone et toutes ces autres personnes qui sont allées au front et qui ont usé de leur voix, comme Mahalia Jackson, pour porter un message pour la cause noire. On ne doit pas les oublier, mais on ne doit pas aussi oublier quand on écoute tous ces tubes, tous nos héros du quotidien, tous les George Floyd, tous les Sandra Bland, tous les Trayvon Martin, toutes ces personnes qui meurent chaque jour aux États-Unis juste parce qu'elles sont noires. Ne les oubliez pas. Ne laissez pas les paillettes, les Grammy, les streams et tout ce folklore les détourner de vous. Nos héros méritent l'éternité.